Cette semaine, surprise, on va parler d'un film Netflix, Peaky Blinders, l'immortel. Et du coup, j'ai remplacé Samuel Douer par Pierre Langlais, le spécialiste des séries. Tommy, you live in a house haunted with ghosts. Of people who died because of you. You abandoned your kingdom. You abandoned your son. How does it feel to be a poor but I'm from a nail? Your gypsy son is running the Peaky Blinders like it's 1919 all over again. Pocket Sally secrets that would turn you pale. Les Peaky Blinders sont-ils des antifas? Voilà une question qui allait être intéressante, et voilà une question à laquelle le film ne répond pas du tout. Et là, je dois préciser d'où je parle. Je parle de la place de la meuf qui a regardé la saison 1 et qui a lâché l'affaire. Donc c'est vrai que je ne suis pas hyper familière des Peaky Blinders, et que donc j'attendais pas leur retour avec une impatience folle. Mais j'étais curieuse de savoir si le film allait tenir debout tout seul sur ses petites pattes de film. Et c'est pas du tout le cas. L'énorme défaut du film, j'allais dire, c'est sa construction. En gros, ils ont essayé de faire une saison de série en 2 heures. Et alors, spoiler, ça marche pas. Moi, ce que j'attendais en tant que spectateur de Peaky Blinders, c'est presque plus une conclusion d'atmosphère, une conclusion intimiste, quelque chose sur le personnage de Tommy Shelby. Ça a beau être une série historique, il y a beau y avoir des faits, en fait, c'est surtout une mythologie, Peaky Blinders. Et ce que je voulais, c'est que cette mythologie se referme de façon satisfaisante. Première heure, en gros, on plante un décor, et alors que c'est long, que c'est lugubre, évidemment, comme c'est 1940, la guerre, le Blitz, tout est gris-bleu, hein, on connaît les modes, des filtres, etc. À une époque, les films étaient jaunes. Tout est gai comme une Toussaint sous la pluie. On est dans le manoir hanté de Thomas Shelby. Tout n'est que douleur sur ce beau visage crispé de Cillian Murphy. Débarque Rebecca Ferguson, qui est comme une apparition, puisqu'elle est apparemment la jumelle d'une femme qu'il a aimée. Là, les personnages qui se rencontrent pour la première fois échangent 3 mots, et là, les scénaristes se disent « on a Rebecca Ferguson, on a Cillian Murphy, et s'ils couchaient ensemble, mais quelle bonne idée !» Tout ça avec un parallèle, avec des bombardements, c'est d'un goût, voilà. Quand enfin on se dit on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire les nazis, les alliés des nazis britanniques contre les Peaky Blinders, ça va forcément provoquer quelque chose, des étincelles. Presque on a des fantasmes de Inglourious Basterds. Pas du tout. Tout ça se résout en fait à la va comme je te pousse. C'est l'histoire d'un type qui a des daddy issues. Franchement, 2 heures pour ça. Steven Knight, le scénariste et le créateur de Peaky Blinders, fait un travail qui est un petit peu trop visible de on va boucler les lignes narratives de chacun des personnages, et c'est un tout petit peu au chausse-pied, parce qu'il faut que ça rentre dans le temps du film. Et ça, c'est un petit peu frustrant. Mais je retrouve l'ambiance. Je retrouve cette noirceur mélancolique, quelque chose de très beau, de très esthétique. Il y a une super BO qui est gérée notamment par le chanteur de Fountain DC. C'est pas dégueulasse, c'est vraiment beau à voir. Il y a des acteurs sublimes à tous les sens du terme. Ce que je redoutais le plus, c'est que ça soit du pur fanservice. Or, je trouve que le film demande de la patience, demande de se laisser prendre dans l'ambiance, demande d'accorder au personnage le temps de la réaction. Et moi, j'aime bien, étrangement, que ça traîne et que ça soit un peu longué au début, parce que c'est ça que je préférais dans Peaky Blinders, c'est passer du temps avec ce pauvre Tommy Shelby et ses fantômes. Moi, à titre personnel, je suis re-rentré dans cet univers-là, j'ai ressenti les vibrations de Peaky Blinders et j'ai été satisfait par le côté extrêmement romanesque, un peu boursouflé de cette histoire-là. C'est une conclusion tout à fait honnête à la série, et donc je maintiens mon avis sur la série. Ça n'a pas suffi à me faire dire voilà, la galipette de fin, elle est râpée. Cillian Murphy dans le film, c'est Thomas Shelby, hein, c'est le gars qui rit quand il se brûle. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a Barry Keoghan a un peu le même genre de tête bizarre, et qu'on croit vraiment à la filiation. Le problème, c'est que le scénario n'en fait rien et le metteur en scène non plus. Moi, j'ai zéro émotion devant les retrouvailles du fils qui a mal tourné, en gros. Alors mal tourné comment par rapport au père qui était déjà un bandit? Vous le découvrirez si vous vous infligez cette purge. En fait, c'est on n'a pas pu faire une saison de 6 heures, on vous la condense, vous avez le premier et le dernier épisode, et entre les deux, vous boucherez les trous.
Ils auraient pu faire une saison de 6 heures, puisque en plus il y a une autre série Peaky Blinders qui est en préparation derrière, donc je pense qu'ils auraient pu faire tout ce qu'ils veulent vu le succès de la série, parce qu'ils ont voulu faire un film. Moi personnellement, j'ai du mal à prendre au sérieux Peaky Blinders. Je le regarde comme un truc stylé, drôle, ultra violent parfois. Moi je trouve que le film est plus là pour nous dire, en fait, le personnage de Cillian Murphy, Tommy Shelby, c'est une sorte de super-héros hanté, sacrificiel. Il vient pas de chez DC ou Marvel, mais pas loin. Et du coup, il faut accepter qu'on regarde un film de super-héros, quoi, avec tout ce que ça sous-entend d'énormité. Peaky Blinders, l'immortel, c'est mortel, hélas. Peaky Blinders, l'immortel, c'est pas immortel, mais c'est presque aussi bien que la série, donc ça mérite 3T. How does it feel to be a savage and a beast?